Soyez les bienvenus. Je crois qu'on est assez nombreux aujourd'hui pour cette rencontre exceptionnelle, on peut le dire, puisqu'on a la chance d'avoir deux médecins avec nous, et même plus que ça, puisqu'il y en a parmi ceux qui écoutent aussi, mais deux médecins en tout cas qui sont les intervenants de cette discussion et qui ont plusieurs points communs, et notamment le fait d'avoir publié récemment un livre sur les expériences de mort imminente. Alors, on va rentrer dans les détails, bien sûr, mais ils ont aussi en commun le fait d'avoir fait tous les deux leur thèse de doctorat en médecine sur ce sujet des expériences de mort imminente. Donc, c'est particulièrement intéressant d'échanger avec eux et de voir aussi qu'ils échangent entre eux. J'imagine que chacun commente un peu les travaux, les observations de l'autre. Sachant qu'ils ont bien sûr abordé le sujet avec des angles très différents, puisqu'on a donc Sylvie Caffardi, qui est médecin gériatre, qui travaille en unité de soins palliatifs et qui a donc consacré sa thèse il y a quelques années à l'intérêt des expériences de mort imminente pour l'accompagnement de fin de vie. Je résume, ce n'est pas le titre de la thèse, mais en grosso modo, c'était l'objet. Donc, elle va nous en parler, évidemment. Et donc, François Lallier, qui, lui, est médecin généraliste et qui a consacré sa thèse de médecine également donc, à ce sujet, à partir d'une étude qu'il a réalisée sur les expériences de mort imminente au cours des arrêts cardiaques et qui a permis de compléter et de revisiter des données qu'on avait déjà sur ce thème-là, grâce aux travaux notamment de Pim van Lommel ou Sam Parnia et d'autres. Donc voilà, donc ces deux livres ont le même titre en fait, donc expérience de mort imminente au pluriel pour Sylvie Caffardi, donc le témoignage inédit d'une gériatre, et puis François Lallier, expérience de mort imminente au pluriel. Peut-on vraiment parler de mort? Alors, je précise quand même que pour le livre de François, il s'agit de la réédition d'un livre que vous aviez publié il y a quelques années, mais qui est une réédition augmentée avec des choses nouvelles, et notamment très intéressantes sur l'EMI et notamment les dépressions, quelque chose qui est assez méconnu, à partir des travaux d'une doctorante également qui a soutenu sa thèse là-dessus. Alors, je voudrais peut-être qu'on commence par une présentation peut-être rapide chacun de votre thèse, en fait, justement, quel était le sujet de votre thèse et les conclusions que vous en avez tirées, parce que bien sûr, c'est au cœur de votre livre à chacun. Alors, je passe la parole à Sylvie en premier. Oui, bonjour à tous. Ce qui m'a attiré vers les EMI à la base, c'est d'avoir observé que la prise en charge des personnes en fin de vie, dès le début de mes études de médecine, j'avais observé que la prise en charge des personnes en fin de vie était fortement entachée, on va dire, gênée chez les soignants eux-mêmes par leur propre peur de la mort, puisque la mort de l'autre, en fait, nous rappelle la nôtre. Et l'idée de notre propre mort nous fait peur. Donc, en fait, les soignants, les médecins, François, on a tous connu ces visites où la grande visite quand nous étions externes puis internes, où le médecin-chef passait devant la porte d'un patient en fin de vie et disait bon ben pour lui de toute façon on peut rien faire de plus, et hop on allait à la chambre suivante sans s'arrêter. Et je raconte un événement particulièrement un peu choquant d'ailleurs auquel j'ai assisté quand j'étais toute jeune interne, qui m'a fait fortement réfléchir au sujet. Et j'ai cherché depuis un remède à cette peur de la mort qui empêchait les soignants d'exercer leur mission d'accompagnement de ces patients qui sont quand même ceux qui ont le plus besoin de leurs soins et de leur présence. Et ce remède à la peur de la mort, je l'ai trouvé chez un expérienceur. Et j'ai compris que tous les expérienceurs quasiment n'ont plus peur de la mort, donc j'ai cherché à savoir pourquoi. Et donc c'est ce qui m'a amené à les interroger et à essayer de faire comprendre à mes pairs, mais bon sang, écoutez-les, écoutez-les, ils ont beaucoup à nous apprendre, ils ont beaucoup à nous apporter pour notre pratique. Et j'ai moi-même tiré plusieurs leçons en écoutant les expérienceurs que j'ai interrogés pour ma thèse. Ils étaient 6, 3 femmes, 3 hommes. Déjà, je respectais la parité. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, les écoutant, j'ai été moi-même contaminée, comme le disait le professeur Kenneth Ring, qui a été l'un des premiers chercheurs sur le sujet, et après Raymond Moody aux États-Unis. J'ai été contaminée par leur sérénité face à la mort.
J'ai constaté que cette sérénité m'aidait beaucoup à accompagner mes patients. Et cette sérénité, je l'ai un peu transmise aussi à mes équipes. Mais ils m'ont pas appris que ça. Et c'est ce que j'apporte dans le livre par rapport à la thèse. À la thèse, je n'avais pas encore ma pratique de palliativiste. Et j'ai appris en accompagnant ces personnes en fin de vie que ce que m'avaient dit certains expérienceurs, ça m'a rappelé en les suivant, en les écoutant, ce que m'avaient dit certains expérienceurs, et je me suis rendu compte qu'effectivement, ils avaient raison, quoi. Et qu'en respectant certaines choses pour se préparer à la mort, parce que la mort c'est un événement majeur, qu'on ne peut pas faire l'économie de la préparation à la mort. Pour que ça se passe bien, il y a des choses à faire. C'est ce que je raconte dans le livre. On en parlera plus tard si vous voulez, Jocelyn. On va y revenir bien sûr parce que justement, on a des données un peu nouvelles et François va nous en parler. Et est-ce que les expérienceurs n'ont tous plus peur de la mort? C'est pas peut-être aussi évident J'ai que ça dit aujourd'hui. quasiment. Voilà. Alors François, je vous laisse présenter rapidement donc les conclusions de votre mémoire de thèse aussi, et qui donc sont au cœur de votre livre. Oui, tout à fait. Alors moi, bonjour à tous, hein. Alors moi, contrairement à Sylvie, c'est un peu moins basé, en tout cas le départ de ma thèse n'est pas vraiment basé sur mon expérience professionnelle, hein. J'étais interne. J'ai toujours eu connaissance de ces expériences de mort imminente, j'en ai déjà entendu parler. Et le déclic a été fait avec un reportage à la télé à l'époque, et j'ai vu ça, et j'étais en cours d'internat, je me suis dit, waouh, j'ai pas de sujet de thèse, si je pouvais faire ma thèse là-dessus, ce serait quand même fantastique. De fil en aiguille, j'ai réussi à me lancer là-dessus. Et j'ai choisi de m'intéresser surtout aux arrêts cardiaques, puisque l'arrêt cardiaque était vraiment la définition, en tout cas, si on ne réanime pas la personne, de la mort, en tout cas. Et puis, on savait qu'il y avait une suspension de l'activité électrique du cerveau pendant l'arrêt cardiaque. Donc, du coup, je me suis dit, c'est quand même le meilleur terrain d'étude. Et ce qui manquait dans la littérature du tour que j'avais fait, c'était l'exploration des antécédents des personnes, l'exploration de leurs problèmes médicaux, l'exploration des médicaments qu'ils prenaient, en tout cas avant que l'arrêt cardiaque survienne. Mon but, c'était de voir si on pouvait trouver une explication du côté de leurs antécédents médicaux ou de leur traitement. En partant de la supposition que, étant donné qu'on entend, et on entend toujours, hein, malheureusement, que les expériences de mort imminente sont des hallucinations, si ce postulat est vrai, on devrait pouvoir trouver peut-être plus d'expériences de mort imminente chez les personnes qui ont des antécédents psychiatriques. Ou encore, si les expériences de mort imminente sont de simples anomalies électriques, comme une crise d'épilepsie, eh bien, on devrait trouver plus de personnes qui font des expériences de mort imminente parmi ceux qui ont des problèmes neurologiques. Et du coup, j'ai interrogé 118 personnes qui ont été réanimées d'un arrêt cardiaque. Sur ces 118 personnes, j'en ai trouvé 18 qui ont vécu l'expérience de mort imminente, en tout cas qui s'en souvenaient, c'est-à-dire 15%, le même chiffre à peu près que Pim Van Lommel. Et parmi les antécédents, parmi l'analyse de leur traitement, etc., eh bien, ça a été tout l'inverse qui s'est produit, puisque les expériences de mort imminente avaient l'air d'être en tout cas moins fréquentes chez les personnes qui avaient des antécédents psychiatriques, moins fréquentes chez les personnes qui avaient des antécédents neurologiques, et même moins fréquentes chez les personnes qui prenaient beaucoup de médicaments. Donc, voilà, ça a remis un petit peu en question tout un tas d'hypothèses. Voilà, grosso modo, les résultats de mon travail, et puis une grande hypothèse à la vue de ce travail, en tout cas à la conclusion de ce travail, qui est que tout le monde en fait vivrait une expérience de mort imminente à l'occasion d'un arrêt cardiaque, mais en fait tout le monde ne s'en souviendrait pas, un peu à la même manière que les rêves, c'est-à-dire que tout le monde rêve la nuit, ça on le sait, mais une quarantaine de pourcents de personnes s'en souviennent seulement le lendemain. Eh bien, si on fait l'analogie aux arrêts cardiaques, on imagine que si les personnes ont eu des drogues qui ont été passées, ont été dans le coma ensuite, etc., ça diminuerait encore plus le pourcentage pour arriver à une quinzaine de pourcents de personnes qui s'en souviendraient. Voilà. Très bien. Alors, on peut enchaîner avec vous, François, parce que dans votre livre, il y a aussi les dernières études, en fait. Enfin, Sylvie en parle aussi, hein, mais je viens de revisiter ça dans votre livre parce qu'il y a des études, notamment du Coma Science Group, qui ont permis
de compléter un petit peu ce qu'on sait. Alors, tous les deux, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, hein. Il y a quand même toujours un immense point d'interrogation sur ces expériences qui ouvrent bien sûr sur la dimension transpersonnelle, spirituelle, etc. Donc, après, on est dans des domaines qui ont trait aux sciences humaines, à la philosophie, tout ça. Donc, ça reste un phénomène très mystérieux. Mais malgré tout, on sait beaucoup de choses. Et les travaux récents, j'ai l'impression que ça remet quand même pas mal en cause l'espèce de vision un peu typique qu'on avait de la NDE avec le modèle, enfin de l'EMI, donc avec le modèle de Raymond Moody, hein. Et notamment, donc, tout le monde ne vit pas la même expérience. Il y a des gens, finalement, qui vivent l'expérience hors du corps et d'autres pas du tout. Il y a ceux qui ont des rencontres avec des proches décédés ou un être de lumière, etc., et d'autres pas. Il y a des pourcentages très divers, en fait. Alors, il y a des points communs quand même. Il y a la sensation de paix, de bien-être, il y a l'expérience de la lumière. Et puis, il y a des caractéristiques nouvelles aussi qui ne sont pas dans l'échelle fameuse de Grayson qui sert à évaluer la profondeur d'une expérience. Donc, les chercheurs du Coma Science Group notamment poussent pour qu'on introduise ces critères-là. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce qui a changé dans la vision qu'on a des EMI ces dernières années grâce à ces travaux-là, et puis aussi peut-être parler du fait que certaines personnes, finalement, après l'EMI, ont des difficultés vraiment à vivre, à intégrer tout ça. Et notamment, il y en a beaucoup qui font des dépressions, ou en tout cas qui vivent des syndromes de stress post-traumatique ou des choses comme ça. Et ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Là, je pense qu'on va tenir jusqu'à 18h. Alors, sur la nouvelle vision qu'on a de l'EMI, le fait que justement le modèle de Moody éclate un peu. C'est vrai que de toute façon, Moody a été le précurseur, c'est-à-dire que ça a été le premier à vraiment définir les EMI, les classifier, montrer comment était composée une EMI, et depuis on a avancé dessus, et notamment on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des expériences de mort imminente dites négatives, c'est-à-dire qui peuvent soit comporter une vision de paysages dits infernaux, ressemblant aux enfers, ou alors une simple sensation d'être dans le noir et d'être tout seul, ou alors simplement l'expérience de mort imminente classique, on va dire avec la lumière, les proches décédés, mais avec une sensation angoissante, une sensation vraiment de mal-être. Donc ça, les expériences de mort imminente négatives n'étaient pas comprises dans le schéma de Moody, n'étaient pas non plus incluses dans l'échelle de Grayson. Et le Coma Science Group vient de construire une nouvelle échelle qui a en tout cas une question qui aborde les expériences de mort imminente dites négatives et qui va l'englober. Pour l'instant, cette échelle, elle est construite, elle est validée, mais maintenant, il faut qu'elle soit réutilisée dans d'autres études pour pouvoir confirmer sa validité. Mais on a avancé un petit peu sur cette expérience. Après, je dirais que si je me fixe juste sur le Coma Science Group, c'est des gens qui s'intéressent beaucoup au contenu de l'expérience. Alors bien sûr, ils essayent de comprendre pourquoi elle survient, mais ils essayent aussi d'analyser les caractéristiques à l'intérieur d'une expérience et d'en dégager certaines caractéristiques communes que n'avait pas prévu Grayson, et surtout de les comparer à d'autres vécus de la vie. Et j'aime beaucoup leurs études parce qu'ils ont notamment prouvé que quand on compare des récits de personnes qui ont vécu quelque chose qui était vraiment hallucinatoire pour le coup, sous l'effet de certaines drogues, et quand on compare le récit du NAMI, ce sont des récits qui sont fondamentalement différents. Et donc, sur une méthodologie qu'on appelle qualitative, vraiment l'analyse des termes utilisés, etc., de la phénoménologie, on voit que ce sont deux discours différents. Donc, l'EMI se distingue bien d'une hallucination. Et un de leurs travaux qui est important aussi, c'est qu'ils ont montré que l'EMI était plus puissante qu'un événement traumatisant, l'événement le plus traumatisant, par exemple, de sa vie, si chacun devait choisir, alors soit un événement traumatisant, soit un événement qui nous a construit, en tout cas un événement fort de notre vie, dont on se souvient tous. Eh bien, l'EMI a des caractéristiques encore plus importantes, encore plus puissantes. Donc, c'est-à-dire qu'elle prend une place encore plus importante que tous les autres événements vécus de la vie. Et voilà, en fait, pour le Coma Science Group, il s'intéresse beaucoup vraiment au récit et à la répercussion. Ça, c'est pour la première partie Coma Science Group. Oui, et juste, j'ajoute que le Coma Science Group
à une approche où ils cherchent à corréler en fait ces vécus avec ce qui se passe dans le cerveau. Hein. Donc pour eux, l'hypothèse d'une conscience extra-cérébrale, disons qu'elle elle est un peu mise de côté. Elle n'est pas rejetée, mais c'est pas leur approche principale. Évidemment, ils cherchent à voir ce qui se passe dans le cerveau. Alors Sylvie, votre commentaire là-dessus, votre regard sur l'EMI aussi a-t-il évolué au fil de ces années en fonction des nouvelles données qu'on a? Oui, bien sûr. Moi, je suis l'élève du professeur Régis Dutheil, hein, qui avait déjà évoqué la théorie de la conscience quantique dans son livre L'homme superlumineux. Bon, je n'irai pas jusqu'à... Lui, il était allé jusqu'à parler du type de particules dont aurait pu être faite notre conscience. Je n'irai pas jusque-là. Par contre, j'avais déjà le livre de Sir John Eccles, prix Nobel de médecine en 1963, pour avoir découvert comment les influx nerveux électriques se transmettaient de façon biochimique au niveau de la synapse. Donc on peut dire quelqu'un qui maîtrisait un petit peu tout ce qui concerne l'électivité électrobiochimique du cerveau, et qui lui aussi, sur la fin de sa vie, en était venu à l'hypothèse d'une théorie, de la théorie d'une conscience de nature quantique, et qui s'était posé la question de où serait la connexion en quelque sorte, et qui avait beaucoup étudié là-dessus. Donc dans ses 2 derniers livres, en particulier celui qui m'avait attiré, à savoir Évolution du cerveau et création de la conscience. Un thème qui m'a toujours passionnée. Et c'est vrai que je me suis un peu plus focalisée sur l'évolution et les découvertes de la physique quantique, j'avoue. Et j'ai suivi cette évolution des découvertes progressives de la limite entre le monde quantique et le monde de physique macroscopique. Donc, et en fait, cette hypothèse-là et tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, bon, je m'intéresse aussi beaucoup à l'astrophysique, tout ce que j'ai vu au fur et à mesure, j'ai vu des éléments comme des pièces de puzzle, des études, des découvertes faites par des physiciens, des astrophysiciens qui ne connaissaient rien, qui ne parlaient pas des EMI, mais ce qu'ils décrivaient, il y avait une convergence même des termes et des expressions entre les termes et les expressions utilisés par les physiciens et ceux utilisés par les expérienceurs. Et cette convergence, je l'avoue, m'a beaucoup intriguée. Je me suis dit, d'où vient qu'ils disent la même chose, en quelque sorte. Donc c'est une hypothèse à étudier. On peut rentrer dans quelques détails, peut-être justement sur cette convergence. Alors, j'imagine, c'est notamment le fait que de se sentir relié comme ça instantanément à tout ce qui est, ça fait écho, ça, effectivement, à ce qu'on observe en physique quantique avec le phénomène d'intrication. En fait, on est surtout dans des analogies, dans des métaphores, essentiellement, aujourd'hui. Oui, dans des métaphores. Celle qui m'a le plus marquée, je dois dire, mais c'est celle ça peut être un peu compliqué pour nos auditeurs peut-être, mais est-ce que vous m'y autorisez à évoquer la théorie des champs quantiques? Oui. Bon, avec des termes... Bien sûr, je vais simplifier, je suis désolée pour les physiciens. En gros, d'après la théorie des champs quantiques, toute particule naîtrait d'un champ quantique, qui est un champ d'énergie virtuelle, qui s'étend sur la totalité de l'espace et du temps. Et lorsque ce champ est excité par un apport d'énergie à certains de ses points, cela produit une particule qui correspond de la même nature que lui, un peu comme lorsqu'on agite la surface d'un océan, il en jaillit une goutte. Voilà. Et c'est de la même façon que, par exemple, les électrons viennent tous du champ quantique électromagnétique. Voilà. Et les physiciens utilisent ce terme comme des vagues à la surface d'un océan. Parce qu'après tout, les particules sont des ondes. Ne l'oublions pas. Les particules sont des phénomènes ondulatoires. La lumière aussi. Et or, certains expérienceurs, en particulier sur le site NDE-RF, de la fondation NDE Research Foundation, qui regroupe plus de 4000 témoignages, j'en ai trouvé quelques-uns qui reprenaient exactement les mêmes termes, où ils disaient que dans la grande lumière, les âmes, ils utilisaient le mot âme, les consciences se trouvaient comme dans un magma de conscience, tous reliés les unes aux autres, mais en même temps tout individuel, et ils utilisent la même phrase, comme des vagues à la surface d'un océan. Or, si effectivement la conscience est de nature quantique, donc de nature ondulatoire, ce qui peut expliquer son aspect lumineux d'ailleurs, enfin qui apparaît comme une lumière, parce qu'un des expérienceurs a bien dit, c'est pas vraiment une lumière, mais l'analogie avec la lumière est la plus proche de ce qu'on a vu.
Eh bien, c'est logique. Si la conscience est de nature quantique, eh bien, elle peut venir aussi d'un champ quantique de conscience qui, comme tous les autres champs quantiques, s'étend sur la totalité de l'espace et du temps, comme le décrivent d'ailleurs, c'est une des caractéristiques de la grande lumière blanche. Voilà, il y a ce genre d'analogie sur laquelle il faut réfléchir, je pense. On ne peut pas en faire l'économie, en tout cas. Alors, j'aimerais l'avis de François là-dessus, parce que lui aussi, dans sa conclusion, bien sûr, il dit que la physique quantique, c'est certainement le domaine de recherche qui peut nous aider à mieux comprendre les expériences de mort imminente. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup hein, la théorie de la physique quantique. Euh, on a besoin de toute façon des physiciens. Grâce à eux, on a compris déjà pas mal de choses du corps. Donc, on ne peut pas les mettre de côté et il faut forcément travailler avec eux sur le sujet. La physique quantique, pour moi, elle pourrait, en tout cas, c'est le modèle, je dis bien modèle théorique, puisqu'on n'a pas de preuves vraiment formelles de tout ce qu'on avance, mais c'est le modèle théorique qui permettrait d'expliquer l'ensemble des champs de l'expérience de mort imminente, les expériences de mort imminente partagées. Bref, ça permettrait d'expliquer énormément de choses. Maintenant, il faut qu'on trouve les moyens de prouver ce qu'on avance. Et pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Donc, j'espère que les médecins vont commencer à travailler avec les physiciens pour peut-être construire des études scientifiques qui permettront d'avancer sur ce sujet. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut qu'on néglige aucune hypothèse. Toutes les hypothèses sont bonnes à prendre et même de toute façon, les théories qu'on appelle matérialistes, intracérébrales, elles sont aussi essentielles puisque de toute façon, elles nous permettent de comprendre ce qui se passe aussi à l'instant du cerveau. Peu importe ce qu'on pense, peu importe de quel côté on est, je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble et il ne faut pas qu'on se rejette les uns les autres. Et c'est un peu ce qui me gêne à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une espèce de guerre qui s'affronte où il y a des gens qui sont extrêmement non matérialistes et d'autres qui sont extrêmement matérialistes. Et c'est pas ça la recherche scientifique. La recherche scientifique, c'est on envisage tout et ensuite on éliminera en prouvant les choses. Alors ça, c'est intéressant parce que vous êtes le grand réconciliateur en fait, hein, puisque si on prend votre livre, donc vous avez une préface de Jean-Jacques Charbonnier qui est bien sûr l'avocat d'une approche vraiment spiritualiste, hein. Il parle d'une conscience extraneuronale, etc. Et la postface, en revanche, est signée par les chercheuses donc Charlotte Martial et Elena Cassol, je crois, du Coma Science Group. Donc vous faites le lien en fait, vous êtes entre les deux, quoi. Tout à fait. C'était extrêmement volontaire de ma part d'avoir une préface non matérialiste et une postface matérialiste. Et de toute façon, si on lit mon livre, on voit bien que je surfe en permanence entre toutes les hypothèses, puisque, encore une fois, on n'a rien qui nous permet de trancher vraiment sérieusement. On a plein de pistes qui sont hyper intéressantes, que ce soit du côté matérialiste et non matérialiste. Donc c'est pour ça, pour moi, tant qu'on n'a pas tranché, on ne peut pas exclure d'hypothèses et il faut qu'on travaille tous main dans la main et qu'on arrête de se faire la guerre surtout. Donc voilà, c'était le but de mon livre, effectivement. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas. Ouais, Sylvie, je vous redonne la parole immédiatement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la physique quantique et la médecine en fait qui sont concernées. Il y a le champ des sciences humaines, l'anthropologie, il y a toutes les disciplines en fait. C'est vraiment un champ d'investigation pluridisciplinaire, hein. Et comme je disais, il y a aussi la philosophie, etc. Enfin bon, et la psychologie, et bien sûr, on en a parlé là aussi la semaine dernière. Le problème aujourd'hui, je pense, avec la physique quantique, c'est que les physiciens purs et durs, eux, ne parlent pas de conscience, hein. Les hypothèses de conscience quantique, ça reste assez marginal. C'est certains chercheurs qui propose des pistes de réflexion. Bon, on peut citer Roger Penrose parce que c'est un récent prix Nobel. Il n'a pas eu le prix Nobel pour ce genre de travaux, mais en tout cas, c'est un éminent chercheur qui, lui, défend une hypothèse de conscience quantique avec un système donc, lié à la gravitation, etc. Donc, c'est assez technique, assez complexe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le domaine de la physique pure et dure, il est encore complètement hypothétique de faire intervenir la notion de conscience. Alors que même les grands découvreurs de la physique quantique, eux, parlait dès l'origine de l'intervention de la conscience. Il fallait que la conscience soit présente, qu'elle joue un rôle en fait dans l'observation d'un phénomène quantique. Donc on est encore en fait dans ces débats-là qui ont plus d'un siècle, hein. Donc c'est vrai que c'est complètement ouvert, c'est très riche, mais on est encore, il faut bien le dire, dans des hypothèses, quoi. Sylvie? Quand François, oui, disait qu'on ne peut négliger aucune piste, c'est le principe même de la démarche scientifique. Rappelons les règles de base, enfin les étapes de base d'une démarche scientifique après avoir bien identifié le phénomène à étudier, pour ne pas risquer d'étudier un autre à la place.
Je parle des hallucinations otoscopiques que certains étudient en croyant étudier les EMI, mais ils oublient beaucoup de choses autour. Alors, c'est le fait de se voir soi-même, c'est ça, l'hallucination autoscopique. Autoscopique, se voir soi-même. Scopie, voir, et auto-soi. Oui. Bon, les différentes étapes de la démarche scientifique, je les rappelle. D'abord, rassembler le maximum d'observations. Maximum d'éléments, c'est ce qu'on fait tous les jours et c'est ce qui fait que le modèle de Moody est élargi par les travaux du Coma Science Group. Ensuite, établir le modèle type en le détaillant le plus possible, justement pour bien identifier le phénomène à étudier et pas risquer d'étudier un phénomène qui ressemble à peu près, mais qui n'est pas celui-là, comme par exemple les hallucinations, otoscopiques entre autres. Et ensuite, rechercher une explication. Et cette recherche d'explication obéit effectivement à quelques règles. Tout d'abord, effectivement, on confronte au phénomène à étudier toutes les hypothèses, sans exception, et on les confronte systématiquement, toutes. Ça, c'est la démarche scientifique. Si on met de côté l'hypothèse de la physique quantique, donc on ne répond pas à cette exigence scientifique. Il faut toutes les étudier, sans exception. Et la règle est de retenir en dernier l'hypothèse qui explique le maximum de faits observés. Ça paraît logique, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait en ce moment, j'avoue. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Je rebondis, oui, sur des commentaires que je vois passer, parce que c'est vrai que pour moi, il y a la notion d'information, en fait, qui ferait le lien entre cette partie matérielle et cette partie conscience, puisque l'information, quand on s'intéresse à la physique quantique, on se rend compte que on n'observe plus des objets à l'échelle microscopique, on observe simplement une information qu'on peut extraire d'un système et qui donc a du sens pour notre conscience. Donc cette notion d'information, on la trouve quand on sonde la matière à l'échelle infiniment petite. Et l'information, c'est aussi le matériau de la conscience, finalement. Donc, cette notion d'information et de physique de l'information permettrait de faire le lien entre le matériel et le psychique et même le spirituel. Hein. Ça, c'est intéressant. Et on nous parle aussi d'énergie du vide, bien sûr. Donc, ça, il y a plein de recherches là-dessus. Hein. Il y a des travaux aussi avec l'eau, avec Marc Henry, donc, qui fait des travaux sur l'eau, qui serait informé aussi comme ça, grâce à ces champs d'information quantique. Donc, il y a beaucoup d'espoir, effectivement, dans ces réflexions-là. Après, c'est vrai que c'est encore très hypothétique et ça devient vite très technique aussi. Hein, donc, on va peut-être pas rester trop longtemps là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est tout à fait passionnant et ça ouvre des champs de réflexion immenses, quoi. Je voudrais quand même, Sylvie, qu'on insiste sur la partie, enfin le message central de votre livre qui est l'intérêt de ces expériences-là, de ces récits-là pour l'accompagnement de fin de vie. Et je précise aussi que vous avez un préfacier également illustre qui est Philippe Charlier, donc, qui est un médecin légiste qu'on connaît quand on suit le magazine de la santé, puisqu'il est co-animateur. Et c'est quelqu'un donc qui prend le risque. En tout cas, je ne sais pas si c'est un risque, mais c'est un peu nouveau que quelqu'un qui est connu comme ça prenne aussi donc la décision d'écrire la préface pour un livre sur les expériences de mort imminente. Comme quoi, il prend le sujet au sérieux. Ça, je pense que c'est significatif aussi. Peut-être ça montre une évolution aussi dans le corps médical de l'intérêt, de l'importance de ces sujets-là. Et j'imagine que vous, au cours de votre carrière aussi, vous avez vu évoluer le regard du corps médical et en particulier des gens qui travaillent donc dans des services comme le vôtre sur l'intérêt de ce phénomène. J'imagine que ça a quand même changé au cours des années récentes, non? Ça a changé de façon un petit peu bizarre, hein. Dans le sens que quand le livre de Moody est sorti, il a eu tout de suite un succès mondial et ça a suscité deux genres de réactions. Ceux qui l'ont adoré et ceux qui l'ont détesté. C'était tout l'un ou tout l'autre. Ceux qui le rejetaient sous prétexte que c'était, bon, comme le disait Michael Sabon lui-même au début, cette version New Age de l'au-delà, enfin bon, avant d'être lui-même confronté au phénomène et de s'y intéresser. Et puis après, c'est peu à peu tombé dans l'oubli. Et actuellement, en fait, très peu de médecins en ont entendu parler. Et ce qui m'a un peu amusée, donc j'ai pu constater effectivement l'efficacité des récits d'expériences de mort imminente pour apaiser l'angoisse face à la mort des personnes en fin de vie. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir une infirmière expériencieuse dans mon service qui a pu, en lui racontant directement son expérience, apaiser un patient comme ça en fin de vie qui me réclamait carrément l'euthanasie ou même la sédation terminale ensuite, juste parce qu'il avait peur de se sentir mourir. Il avait peur de cet instant.
Et elle lui a raconté, mais non, ça se passe très bien en fait. Et, et du coup, ça a eu un effet sur lui. Sa fin de vie s'est très bien passée. J'ai pas eu besoin de le shooter comme il me le demandait. Il avait encore besoin d'anxiolytiques, hein, faut pas rêver. Mais pas trop, il a pu rester lucide jusqu'au bout et accomplir ce que les expérienceurs m'ont fait comprendre qu'il était capital de faire pour pouvoir s'en aller sereinement. C'est il a pu dire au revoir, il a pu demander pardon et dire pardon à ses proches et il a pu leur dire au revoir. Parce qu'il était resté lucide jusqu'au bout, grâce à ce récit. Et donc, quand j'ai un peu raconté cette histoire, j'ai été interviewée sur une radio nationale. Et le jeune médecin qui était là avouait, moi, les expériences de mort imminente, je n'en ai jamais entendu parler. De toute ma formation, j'en ai jamais entendu parler. Et lui, il n'avait pas lu le livre, c'était sa collègue animatrice qui l'avait lu et qui menait un petit peu l'émission. Et en fait, il a réagi à chaud à la fin. Il a dit, mais... Et là, il a sorti une phrase extrêmement de bon sens. Il a dit, mais puisque c'est aussi efficace, pourquoi on ne s'en sert pas plus que ça? Mais c'est tout à fait vrai. Il avait parfaitement raison. Et Oui, ça, ce genre de réaction, ça me plaît bien. on peut mentionner effectivement les travaux qui avaient été faits aussi par Éric Dudoit et Yann Lereux à Marseille, donc, et qui les avait présentés lors du colloque de Marseille organisé par Sonia Barcala. Donc ça, c'était aussi un travail de pionnier, mais qui reste en fait un peu isolé. C'est vrai que c'est connu dans leurs services, dans leurs hôpitaux, mais c'est pas connu à l'échelle nationale finalement, même y compris par la communauté des soignants. Ça, c'est tout de même dommage. Alors, il est vrai que si on veut en parler, on est mis de côté. Il y a un tabou encore. Je suis adhérente à la SFAP et j'avoue que... Alors la SFAP, c'est quoi les soins? Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et c'est vrai que à la SFAP et à d'autres sociétés de soins palliatifs, c'est vrai que à chaque fois je me propose pour intervenir sur le sujet, je n'ai été retenue que 2 fois et pour des raisons, je crois que la première fois ils savaient pas ce que c'était, donc ils m'ont mise avec des psychologues qui parlaient justement ils me mettent dans les ateliers, c'est pas les grandes conférences, c'est dans les petits ateliers. Et il m'avait mise avec 2 psychologues qui, elles, parlaient justement de l'angoisse de l'approche de la mort et de ce que ça peut entraîner sur le plan psychologique. Donc je pense qu'ils pensaient que je parlais de la même chose. Il n'empêche que la salle où j'intervenais était la plus remplie. Il y avait des gens qui étaient grimpés jusque sur les fenêtres, sur les tables, il y en avait partout. Et c'était pour moi, c'est là moi qui ai eu le plus de questions en fait. Ensuite, par la suite, chaque fois que je me proposais non, j'étais pas retenue. Et la dernière fois, j'avoue, je suis intervenue dans une journée de soins palliatifs des Pays de Loire, à Angers. Dès que j'ai l'occasion, j'ouvre ma grande bouche, et ça se passe pas toujours très bien. Et j'étais intervenue sur la question avec un ami qui, lui, qui était présent en tant que spectateur au Congrès de Marseille, qui a travaillé pour la Société française de gériatrie et gérontologie et qui maintenant est conseiller sur toutes les questions de laïcité, spiritualité, religion. Sébastien d'Outreligne, et on était intervenu à 2 voix sur comment répondre aux questions d'ordre spirituel des patients en fin de vie. Donc lui, il parlait sur l'aspect juridique, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire, selon qu'on travaille en établissement public, privé. Et moi, j'étais intervenue sur les visions des mourants, comment répondre à un patient qui vous parle d'une vision de mourant. Et il y a une dame dans l'assistance qui m'a dit « c'est très courageux de parler de ça ». Je dis « pourquoi ? Ça, c'est normal, c'est ce que vous racontent les gens ». Et à la fin, je suis allée, tout à la fin, quand tout le monde se disait au revoir, je suis allée remercier l'équipe organisatrice de la journée, l'équipe de soins palliatifs, le médecin, les infirmières et la psychologue. Et je leur ai dit, je vous remercie. Quelqu'un m'a dit que j'avais du courage de parler de ce sujet, mais en fait, je pense que c'est vous. Je vous remercie d'avoir eu le courage de me laisser parler de ce sujet. Et j'ai senti un blanc, une gêne, et la psychologue a répondu, en fait, au nom de tout le monde, et elle m'a dit, en fait, on vous a laissé intervenir parce que vous apportiez des outils. Elle parlait surtout des outils juridiques pour les soignants. Mais bon, nous respectons vos croyances. Et
ça m'a laissé un peu surprise. Et j'avoue que j'ai retransmis ce petit événement. Ensuite, j'ai eu l'occasion de croiser Marie de Henzel, la psychologue, et j'ai parlé de ce petit événement. Et en fait, elle a réagi en disant, bah, mais enfin, c'est pas une croyance, c'est ce que vous racontent les gens. Et je me dis que, en fait, les expérienceurs et ceux qui ont des visions des mourants, ils savent très bien, ils sentent qui est capable de les entendre. Je me dis, cette psychologue d'unité de soins palliatifs, elle n'entendra jamais parler de vision des mourants parce que les gens sauront qu'ils ne peuvent pas le lui dire. Hmm. Et il y en a une qui en entend beaucoup d'ailleurs, et qui est la clown thérapeute Sandra Meunier, que j'ai croisée justement à un congrès de la SFAP. Et elle qui arrive déguisée en elfe avec sa petite voix elfique, elle est absolument extraordinaire. Elle a fait une conférence TEDx, je vous conseille d'aller la voir. Et elle me dit, mais moi, on m'en raconte des visions des mourants, c'est... À elle, les gens osent parler parce qu'elle, elle est extraordinaire. Donc, ils osent lui dire des choses extraordinaires. Elle me dit, je pourrais en faire un livre, mais elle ne l'a encore jamais fait. Alors, vous pouvez nous répéter son nom? Sandra Meunier. Sandra Meunier, Elle a d'accord. fondé l'association Nez, comme le nez des clowns, Nétoile. Étoile, d'accord. Alors, je voudrais entendre François, et après, on passera la parole à Olivier Chambon aussi, qui connaît bien le sujet, qui aurait des choses à dire. Je voudrais la réaction de François sur ce que vient de dire Sylvie, parce que c'est vrai qu'il y a un tabou, bien sûr, dans le corps médical, toujours autour de la mort, qui est l'échec de la médecine. Bon, tout ça, on le comprend bien, mais il y a aussi un vrai obscurantisme quand même de la part d'une grande partie du corps médical sur ces expériences-là, parce que ça touche au spirituel, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du religieux ou du sectaire qui fait peur. Et ça, on avance très, très doucement là-dessus, il me semble. Oui, tout à fait. Ben, je pense que vous avez bien résumé ce qui se passe. C'est que, effectivement, parce que le MI peut faire référence à quelque chose de religieux, peut faire référence à quelque chose de mystique, du coup, c'est complètement négligé par beaucoup de confrères qui n'ont pas la connaissance de ce que c'est réellement une EMI ni de ce que ça implique. Et effectivement, comme Sylvie, moi, j'ai eu aussi quelques expériences désagréables en présentation devant des confrères. Mais heureusement, ce n'est pas dans la majorité des cas. Et malgré tout, c'est ce qui est marrant, c'est que quand on fait des présentations comme ça à des confrères, souvent, à la fin, on se retrouve avec deux, trois personnes qui viennent, qui sont très intéressées, qui posent des questions et qui n'osaient pas trop le dire devant les autres. Donc, il y a cette peur des autres aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps médical, c'est que parce que cette expérience fait référence à des choses mystiques ou de la religion, les médecins ont l'impression que ce n'est pas scientifique, alors que c'est vraiment complètement scientifique. Et encore une fois, je reviens au Coma Science Group, même si eux ont cette approche matérialiste, ils accordent une importance énorme à l'expérience de mort imminente, parce qu'ils ont bien compris ce que ça impliquait. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que l'expérience de mort imminente a des répercussions négatives. Et pour ça, en fait, je pense qu'il faudrait que tous les médecins s'y intéressent, recueillent l'expérience de mort imminente, en discutent avec leurs patients parce qu'on sait qu'elle est capable d'induire des transformations, alors certes positives, mais aussi négatives dans leur vie, comme les dépressions. Et donc, on en a parlé tout à l'heure en introduction, ce qui a été l'objet de la thèse de Ludivine Roux. Donc moi, mon cœur de métier, il est là maintenant. Je suis médecin généraliste, je m'occupe du suivi des patients tout au long de leur vie, si je peux. Et mon objectif, il est de les accompagner. Et à ce titre-là, mon but, c'est de voir un peu ce qu'entraîne l'expérience de mort imminente, comment on peut aider les personnes. Est-ce que réellement c'est l'expérience de mort imminente qui provoque la dépression? Ça, on n'en a pas encore la preuve. Mais surtout, est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'en en discutant avec eux, on peut limiter ces répercussions négatives? Et je pense que là, on doit s'axer impérativement là-dessus. Et mes collègues médecins généralistes ou même mes collègues psychiatres, il serait important qu'ils commencent à en discuter avec leurs patients, en tout cas, puisque aussi Thomas Group a montré que c'était quelque chose de très central dans leur vie. Alors justement, oui, Olivier va réagir tout de suite, mais juste j'enchaîne parce que dans l'échantillon de Ludivine Roux, je crois que c'est jusqu'à plus de 40%, c'est ça, de dépression après une EMI. Donc c'est quand même énorme, mais effectivement, est-ce que c'est l'EMI elle-même qui en est responsable ou est-ce que c'est un défaut d'accompagnement, finalement, de prise en charge? La question, elle n'est pas tranchée par le travail de Ludivine, hein, c'est ça, hein?
Non, pas du tout, parce que donc, alors si on décrit brièvement le travail de Ludivine, hein, c'est donc une interne en médecine fantastique qui m'a contacté quand elle a entendu mon livre, et puis La médecine fantastique, ça c'est une nouvelle discipline, ça. c'est ça, interne en médecine fantastique, exactement. Et donc, elle m'a contacté quand elle a entendu parler de mon livre, et puis elle-même, elle a eu le courage de se lancer sur les expériences de mort imminente, et ensemble, on a convenu de ce thème d'étude qui était les répercussions négatives, parce qu'on savait que ça existait, Grayson nous l'avait dit, mais on ne savait pas à quelle fréquence. Et du coup, en utilisant la base de données du Coma Science Group, elle a réussi à interroger une trentaine d'expérienceurs, et elle a établi, de par certains questionnaires, qu'il y avait 42% de dépression après l'expérience de mort imminente. Alors, ça ne veut pas dire, et son travail ne veut pas dire que l'EMI en est la cause. Attention, on ne peut pas conclure ça, mais 42%, c'est quand même énorme. C'est presque la moitié en fait des des expérienceurs qui vivraient une dépression, et c'est en tout cas plus qu'une population de réanimation classique. C'est-à-dire, si on prend une population qui a échappé de la mort, on a comparé les chiffres, et le taux de dépression est bien plus important chez ceux qui ont fait une expérience de mort imminente. Et Ça serait lié à la sensation d'avoir vraiment vécu la mort, c'est-à-dire d'avoir été convaincu d'être mort, c'est ça, hein? Ouais, alors c'est parmi les petites questions qui ont été posées, c'est une des pistes en tout cas. Le fait d'avoir la sensation d'avoir vécu la mort était une caractéristique qui pouvait peut-être être en faveur de cette dépression. Mais C'est une est-ce que ça veut dire avoir la sensation d'avoir été mort ou d'avoir vécu la mort, c'est différent? La sensation, alors oui, c'est vrai que ça fait l'objet de nombreux débats quand on construisait le questionnaire, parce qu'on peut la comprendre sous plein de façons différentes. Mais c'est plutôt la sensation d'avoir vécu la mort. Voilà, c'est vraiment ça qui apparemment était décisif. D'accord. Alors, juste pour compléter effectivement ce que disent Charlotte Martial et Elena Castle dans leur postface à votre livre, hein, donc les chercheuses du Coma Science Group, c'est que le fait de vouloir étudier des corrélats cérébraux, etc., ça ne diminue absolument pas la valeur ou la signification de ces expériences, hein. C'est vrai que c'est important de le souligner. Alors, on nous dit, les expérienceurs évoquent la spiritualité et pas la religion. Oui, c'est vrai, mais enfin, il y a des éléments qui sont communs quand même à la spiritualité et la religion, hein, et il faut bien le dire, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus une expérience qui est décrite comme une expérience spirituelle que religieuse le plus souvent, hein. Olivier, est-ce que tu es prêt à intervenir et à interagir avec nos deux intervenants? Oui, merci Jocelyn. Bonjour à Sylvie, bonjour à François Bonjour. et aux spectateurs. Oui, ça fait plaisir de rencontrer des collègues, des confrères qui osent parler des expériences de mort imminente. Parce qu'à part Charbonnier, il n'y en a pas beaucoup jusqu'à maintenant. Et donc, c'est très agréable. Moi, je voulais juste dire deux choses qui me semblent importantes. C'est d'une part le rôle clé que peuvent avoir les EMI pour la compréhension de la nature de la conscience. Et puis d'autre part, l'importance de leur enseignement dans les facultés de médecine, quoi, de les Oui, préconiser pour que les médecins ne voient plus la mort comme ils la voient actuellement, c'est-à-dire vraiment comme l'ennemi à abattre ou bien comme celui qu'il faut fuir comme la peste. Et malheureusement, au chevet des patients, il n'y a plus personne après derrière. Alors juste par rapport au rôle clé, moi je suis en train d'essayer de voir avec Jocelyn comment on peut créer une sorte de modèle général pour tirer parti des différentes branches de la science, de la philosophie, de la religion, pour converger vers ce que c'est que la conscience, hein. Parce que de la philosophie, on peut prendre la métaphysique, des sciences, on peut prendre de post-matérialisme, notamment l'astrophysique, la physique quantique, de la conscience ordinaire, on peut prendre des états élargis de conscience, dont font partie les expériences de mort imminente, comme celles sous psychédéliques ou comme celles dans le chamanisme. Et puis, on peut aussi utiliser, dans la religion, j'ai dit le mysticisme et la spiritualité. Et si on fait converger tout ça, on s'aperçoit que oui, la conscience est bien relativement ou en partie déjà indépendante du cerveau. Oui, elle survit à la mort du cerveau. Et ça, c'est le point final commun, on pourrait dire, qui nous réunit tous, parce que si on étudie les expériences de mort imminente, que ce soit du côté des expérienceurs ou du côté des chercheurs, on s'aperçoit que la façon la plus simple, le fameux principe d'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom, de l'hypothèse la plus simple qui explique le plus de faits à la fois, c'est-à-dire si on juxtapose et si on étudie simultanément toutes les hypothèses sans exclure les matérialistes ni les spiritualistes, on s'aperçoit que celle qui tient le mieux la route,
Hein, voilà, c'est le principe du rasoir d'Occam, voilà, ça s'appelle. Principe, oui, de parcimonie ou Voilà, d'économie. parcimonie, c'est lequel qui, avec peu de frais, explique la plupart des choses. Eh ben, dire que la conscience est indépendante du cerveau et qu'elle y survit, c'est vraiment très simple et ça explique vraiment tout. Donc voilà, il y a vraiment, je pense qu'on va tous arriver à ça plus ou moins, et ça en dit beaucoup sur la nature de la conscience, qui n'est pas matérielle au départ. Alors, et deuxième chose, oui, je disais, c'est bien qu'on soit entre confrères comme ça, parce que je pensais aussi à un autre confrère qui est du côté de Bordeaux, de Sarlat, de Sarlat, qui Jean-Pierre est Postel. voilà, merci. Jean-Pierre Postel, qui est anesthésiste réanimateur. En fait, il y a quand même quelques médecins comme ça qui s'intéressent à ça. Et je me demande s'il ne faudrait pas qu'un jour on se réunisse pour faire une sorte de livre blanc à proposer éventuellement au ministère de la Santé ou je ne sais pas quelle instance de la santé, dans lequel on présenterait l'intérêt vraiment de l'enseignement des expériences de mort imminente pour les médecins et pour les patients, que ce soit en unité de fin de vie, les maisons de retraite, tous ceux qui un jour se sentent plus concernés par la mort que nous, alors qu'on devrait tous l'être dès notre naissance, comme disait Tibétain, parce que ça se prépare, la mort. C'est un beau voyage qu'il ne faut pas le faire comme ça à la légère. Voilà. Je me tais. Merci beaucoup de m'avoir laissé cette place. Merci Olivier. Et donc, je rappelle que tu es psychiatre et psychothérapeute, évidemment, c'est à ce titre-là aussi que tu interviens et tu connais très bien le sujet, puisque tu as aussi écrit là-dessus. En attendant le livre blanc, il y a ces livres-là, il y en a un bleu et un rouge, qui sont tout à fait pertinents et qui doivent être lus aussi par les médecins et aussi par les gens dans les sociétés savantes, dans les ministères de la santé, etc., hein, évidemment, puisque là, vous avez aussi l'argument d'autorité, entre guillemets, d'être vous-même médecin. Donc, réaction à ce que vient de dire Olivier, peut-être, Sylvie? Alors, je crois que François et moi, on est d'accord avec Olivier sur ce point. C'est que les expériences de mort imminente, en tant qu'expérience extrêmement traumatisante, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, et transformatrices, ne peuvent pas être passées sous silence dans l'enseignement des médecins, des psychologues et des paramédicaux. Pour deux raisons. Déjà parce que pour pouvoir ensuite entendre et accompagner et écouter et accueillir les témoignages des personnes qui auront vécu ces expériences. Nous sommes d'accord, en tout cas, nous avons discuté un petit peu, François, avant, et c'est ce qui nous apparaît, surtout quand on voit le taux de dépression qu'il y a après les expériences. Xavier Rodier, qui est devenu infirmier après avoir vécu une amie, avait fait son mémoire aussi sur l'infirmier face au récit d'expérience de mort imminente. Et lui, il avait constaté que, en fait, c'était la façon dont le récit est accueilli par l'entourage qui détermine, est un facteur déterminant, c'est pas le seul, mais est un facteur déterminant sur l'évolution psychologique après le MI de l'expérienceur. Donc, effectivement, il nous apparaît essentiel, au vu, bon, sachant que, comme l'a constaté François, et puis aussi des anciens sondages qui avaient été faits aux États-Unis et en Allemagne dans les années 90, c'est au moins 4% de la population générale qui a vécu une EMI, c'est pas rien. Sur ces 4%, si 40% fait une dépression parce que leur récit est mal accueilli et qu'ils ne savent pas eux-mêmes de quoi il s'agit et qu'ils se posent des questions, suis-je devenu fou, qu'est-ce que je vais faire de ça? Si personne ne peut leur apporter de réponse, alors quelque part on échoue dans notre mission de soignant. Donc nous sommes d'accord pour dire qu'il serait nécessaire que ces expériences soient enseignées, même si on ne connaît pas leur explication ni leur cause, elles devraient être enseignées. D'une part, effectivement, pour pouvoir accompagner les expérienceurs, et d'autre part, parce que ça fait du bien de les entendre, tout simplement, et qu'effectivement, la sérénité face à la mort des expérienceurs pourrait contaminer, comme le dit Kenneth Ring, contaminer les soignants, les médecins, et notre façon de prendre en charge les personnes en fin de vie s'en trouvera améliorée, c'est certain. Ce qu'en pense François? Oui, et j'ajoute que vous parliez de 4% de la population générale. On a des chiffres aujourd'hui supérieurs à ça. Il y a une enquête qui a été présentée dans un colloque en Scandinavie qui parlait d'une personne sur 10, hein, 10%. Je crois que l'échantillon était plus faible. Oui, probablement, hein. En tout cas, voilà, ça fait quand même des millions et des millions de personnes. François? Oui, effectivement, si je reviens aux 4% de Sylvie, c'est extrapolable en France aussi, puisque moi j'avais fait mon mémoire aussi de médecine générale, on fait un mémoire et une thèse en médecine générale, enfin en médecine de manière générale aussi, et j'avais interrogé plus de 200 personnes qui venaient au cabinet
tout venant, hein, peu importe les causes, et j'avais trouvé 4% d'expérience de mort imminente parmi ces personnes qui venaient en tout venant. Donc, on est probablement sur ces chiffres qui peuvent être augmentés si on inclut les personnes qui ont juste vécu une expérience hors du corps, c'est-à-dire juste les personnes qui se sont vues de haut et qui n'ont pas vécu l'intégralité de l'expérience de mort imminente. Ça, on montait à une dizaine de pourcents, effectivement, en tout cas dans le mémoire que j'avais fait. Donc, c'est potentiellement considérable. Si on extrapole à l'ensemble de la France, ça veut dire que 4% de la population, c'est énorme. Pour un médecin généraliste qui suit peut-être environ 1000 patients, ça lui fait quand même 40 patients qui a vécu une expérience de mort imminente. Si on part du principe qu'il y a presque un expérienceur sur deux qui a vécu une dépression, en tout cas à la suite de son EMI, ça fait déjà une vingtaine de personnes juste sur une patientèle de médecins généralistes. Donc, c'est considérable et ça mérite effectivement d'être enseigné aux facultés. Alors, non pas l'expertise de l'expérience de mort imminente qui devrait être enseignée. Je pense qu'à nous, après, d'essayer d'arriver en tout cas à interpeller nos confrères. Il faudra trouver comment le faire et en tout cas les donner des messages clés pour accompagner les expérienceurs. Ne pas les juger, ça c'est hyper important parce que j'ai encore en tête bon nombre de témoignages quand j'ai fait ma thèse de gens à qui on a répondu, et en tout cas c'est un médecin qui a répondu, surtout n'en parlez pas parce que sinon on va vous mettre chez les fous. Ça me met toujours mal à l'aise d'entendre ce genre de discours. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ce genre de discours se taise et il faut que les personnes qui, en tout cas les médecins qui ne sont pas en capacité d'en parler avec leurs patients, puissent rediriger leurs patients vers une personne plus compétente qu'eux. Et ça, c'est le cœur de métier de tout médecin, c'est-à-dire qu'on fait ça à longueur de temps, mais il faut extrapoler aussi aux expériences de mort imminente. Et pour ça, on a l'objet avec Sylvie, on a en tout cas l'objectif de construire un réseau de professionnels de santé au travers de la France pour mailler un peu le territoire et voir qui pourrait recevoir les patients de son secteur. Donc c'est un gros projet et j'espère en tout cas qu'on arrivera à le mener et je suis ravi de pouvoir compter aussi sur mon confrère Olivier Chambon et voilà, plus on sera et mieux ce sera. Parfait, bonne nouvelle, très bien. Ouais, ouais. On a vu, j'ai passé la question, est-ce que la dépression qui suit une EMI elle serait liée au fait d'avoir perdu le sens en fait, de l'existence, d'avoir perdu le sens de la vie? Est-ce que ces gens-là ont peur de la mort du coup finalement? Ceux qui ont fait une dépression après une EMI, est-ce qu'ils ont peur de la mort? Et ensuite, je redonne la parole à Olivier. Alors, l'étude de Ludivine n'avait pas été construite pour ça. Donc, je serais incapable de répondre à la question puisque ça nécessiterait une deuxième étude et ça aurait nécessité des comparaisons, etc. Donc, ça, je serais pas capable de répondre. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que globalement, l'EMI diminue la peur de mourir dans sa globalité. Maintenant, est-ce que effectivement ceux qui ont vécu une dépression derrière ont encore plus peur? Bon, ça, je serais incapable de le dire. Ok, on évoque aussi les étapes du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Moi, j'ai lu récemment que son modèle, également comme celui de Moody, un peu, avait été complètement remis en question, hein, que c'était un peu trop schématique. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Sylvie, puisqu'elle évoque bien sûr ce modèle des étapes du deuil dans son livre. Les étapes du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross? Oui. Ou les étapes de l'ami de Raymond Moody? Non, les étapes du De toute deuil façon, d'Elisabeth Kubler-Ross, parce que c'est évoqué dans une question, est-ce que la dépression a un lien avec le sentiment d'avoir perdu le sens des réalités? Donc, Elisabeth Kubler-Ross avait théorisé 5 étapes du deuil, donc le refus, etc., déni, jusqu'à l'acceptation, colère, etc. Mais j'ai lu récemment que ces travaux-là étaient aujourd'hui remis en question, hein, comme étant un peu trop schématiques, peut-être, non? C'est toujours valide dans il est votre bon de domaine? les avoir en tête. D'accord. C'est toujours valide en sachant que c'est variable. C'est comme les amis, j'ai envie de dire. Tout le monde ne va pas suivre les mêmes étapes, mais il faut, comment dire, c'est bon de les avoir en tête pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne à la suite de ça. Mais on s'adapte à chaque personne, bien évidemment. Mais il est pas remis en cause, effectivement, quand on les voit faire, non, elle a fait un travail de précurseur. Et on peut reconnaître ces étapes, mais elles ne sont pas toujours toutes présentes. D'ailleurs, je les garde toujours en tête quand je suis ces personnes, mais je n'essaie pas de les faire rentrer dans des cases, mes patients, jamais. On Et elles ne s'adapte à sont la... pas forcément vécues dans l'ordre qu'elle avait donné également aussi, c'est-à-dire ça peut être... Pas toujours, il y a des allers-retours, on va dire. Ouais, d'accord. Il y a des allers-retours. Et parfois, il y en a qui zappent. Ils ont le droit. Alors, Olivier,
voulez dire un mot sur les dépressions? Donc, Najib, Oui, comme ça, en passant, mais c'est plus intuitif, c'est pas en lisant des études que je vais vous dire ce que je vais vous dire. Euh, Ça me fait penser quand quand je reviens par exemple d'un stage de développement de la conscience, un stage de méditation et tout, comme la transition peut être brutale quand je reviens ensuite dans la vie quotidienne. Et il y a un tel décalage entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et on devient tellement sensible, comme un enfant hypersensible qui souffre de sa hypersensibilité, à toute la brutalité, la violence, la fausseté du monde extérieur. Et les gens qui font l'expérience de mort imminente, vraiment, ils sont devenus hypersensibles à ça. Et après, il y a comme une sorte d'inadéquation momentanée de leurs anciennes valeurs, de leurs anciennes habitudes, qui pour l'instant n'est remplacée par rien. Et c'est ça qui fait dépression, en quelque sorte, vide. Et, il y aurait certainement plein d'autres choses à dire, mais c'est comme ça en passant par empathie avec ceux qui ont vraiment vécu l'expérience de mort imminente complète et jusqu'au bout, que c'est plus qu'un petit stage qu'ils ont vécu, c'est vraiment autre chose, quoi. alors, est-ce qu'on n'est pas aussi plus fermé en France qu'ailleurs finalement? Ça, il me semble quand même que ce qui est évoqué ici sur le tabou, un peu le fait que les patients ne sont pas pris au sérieux par le corps médical, souvent par les soignants, est-ce que ça, il y a un côté quand même qui est propre à la France, il me semble, là-dessus. Est-ce que, Sylvie, par exemple, vous êtes au fait de ce qui se pratique en matière d'accompagnement de fin de vie dans d'autres pays? Et peut-être dans le monde anglo-saxon notamment, il me semble qu'il y a plus d'ouverture parce qu'il y a moins de tabous sur la question spirituelle aussi, justement, non? Oui, oui, peut-être, je peux pas, j'ai pas fait d'études de sociologie là-dessus, mais les Canadiens en particulier sont très en avance pour tout ce qui concerne les soins palliatifs. Bon, il y a aussi ce qui rentre en jeu, ne l'oublions pas, c'est la façon de prendre en charge les soins médicaux dans les pays, n'est-ce pas? Les soins palliatifs aux États-Unis, vu la prise en charge des soins médicaux déjà de façon générale, n'ont pas les moyens financiers d'être bien développés. Les Canadiens, ils sont peut-être aussi bien dans la prise en charge des démences, puisque je m'occupe aussi des démences. Je dirige une consultation mémoire pour dépister les démences. Les démences aussi posent la question de la conscience. Et ils sont très en avance parce qu'ils sont moins contraints par des réglementations diverses et variées. Et c'est vrai que déjà la prise en charge de la fin de vie, oui. Et puis peut-être, oui, cette peur de la mort, du fait d'avoir repoussé, d'avoir peur de rentrer d'être accusé de religiosité ou trop de spiritualité. Les Français se targuent d'être cartésiens. Sauf que nous dit Descartes en réalité, je cite, que pour rechercher la vérité, il est besoin de mettre toute chose en doute autant qu'il se peut. Toute chose en doute, y compris nos convictions, quelles qu'elles soient, matérialistes, religieuses, tout ce qu'on veut. Voilà, donc d'être cartésien, c'est le doute cartésien. C'est pas d'être forcément attaché à la matérialité. Mais les Français le comprennent comme ça et ils en sont fiers. Et donc tout ce qui a des relents de spiritualité, et je parle de spiritualité parce que la spiritualité, à la différence de la religion, rappelons-le, d'ailleurs la SFAP avait consacré un congrès là-dessus, c'est là que j'étais intervenue d'ailleurs, la spiritualité est une composante de la nature humaine. Elle fait partie de tout être humain, quel qu'il soit, c'est la recherche de sens. L'être humain est un être de sens, c'est un être de relation. Et la recherche du sens à donner à sa vie, à sa mort, ça fait partie de nous. Et c'est ça la spiritualité. La religion, c'est autre chose. La religion a une dimension collective. La religion est constituée de rites. On peut être religieux sans être croyant. Ça n'a rien à voir avec c'est deux choses différentes, spiritualité et religion. La spiritualité est une composante intime, personnelle. C'est la recherche de sens à ce que l'on vit, y compris la mort, puisque ça fait partie de la vie. Et la religion fait partie des rites qui structurent une communauté. Ce sont deux choses différentes. Ne l'oublions pas. François veut réagir ou Olivier? Moi, je n'ai pas d'expertise particulière à apporter là-dessus. D'accord. C'est vrai que quand les gens citent Descartes pour se targuer d'un rationalisme exacerbé, en fait, Descartes, premièrement, ses grandes révélations, il les a eues au cours de 3 grands rêves, donc c'est dans des états modifiés de conscience élargis. Il a parlé de l'âme, il la disait d'une nature totalement différente au corps, mais n'empêche qu'il y avait la res cogita et la res extensa,
La res existentiale, le corps, et l'âme pour le res cogita. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours logique de citer Descartes pour vouloir ensuite décrédibiliser les travaux sur les expériences de mort imminente, je trouve. Vous avez partie du grand paradoxe, ça, des Français. C'était une autre époque aussi, bien sûr. Donc, le modèle de Descartes était dualiste, en effet. Alors, il y avait quelque chose que je voulais demander à Sylvie quand même, qui insiste beaucoup dans son livre sur l'accompagnement de fin de vie dans un cadre légal. Elle dit que finalement, il y a encore beaucoup de drames aujourd'hui en matière de prise en charge. Il y a de l'acharnement déraisonnable, etc. Il y a des gens qui réclament l'euthanasie et tout ça, ça suscite beaucoup de débats. Mais vous dites que la loi, finalement, elle est bien aujourd'hui, la loi de Leonetti, elle est bien faite. Malheureusement, elle n'est pas appliquée, elle est mal appliquée. Peut-être parce qu'elle est mal connue aussi des soignants, non? C'est ce que je disais, la peur de la mort pousse les soignants et les médecins à fuir tout ce qui en parle, y compris les formations en soins palliatifs et les formations sur et les conférences et les formations sur les lois actuelles. Donc beaucoup de soignants et beaucoup de médecins ne connaissent pas la loi Leonetti-Claes, c'est-à-dire la nouvelle loi. La loi Leonetti, j'ai travaillé longtemps avec, et je dois dire qu'elle m'a permis de répondre à la grande majorité des situations que j'ai rencontrées. Le fait de savoir, et je crois que, et quand on le dit, tout le monde est d'accord là-dessus, que quand on arrive effectivement à la fin de vie et qu'il n'y a plus d'espoir de sauver la personne, du moment qu'on ne cherche plus à les sauver, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils soient confortables et qu'on met tous les moyens pour ça, même si ces moyens thérapeutiques doivent avoir pour conséquence secondaire et non recherchée, attention, et involontaire, d'abréger l'espérance de vie déjà raccourcie, du moment que on améliore la qualité de vie, c'est-à-dire qu'on cherche la qualité avant la quantité de vie. C'est ça la philosophie en fait des lois Leonetti et Leonetti-Claes. Le problème, c'est que beaucoup de nos confrères et soignants ont tellement peur d'être accusés d'euthanasie si jamais ils donnent des thérapeutiques qui pourraient soulager leurs patients, mais qui pourraient aussi, en fatiguant le cœur, les reins, tout ça, abréger leur espérance de vie, qui préfèrent ne rien donner, quitte à les laisser souffrir. Mais sauf que c'est là justement qu'ils se mettent en contradiction avec la loi. Alors, et pareil pour l'obstination oui. déraisonnable. Un patient a le droit de refuser un traitement. On n'a pas le droit de le lui imposer. Par contre, on a obligation de lui expliquer les tenants et les aboutissants pour que le choix fait par ce patient soit vraiment un choix éclairé, autant que possible. Mais une fois que, en étant parfaitement informé des avantages et des inconvénients de chacun des choix, il a fait son choix, nous sommes tenus de le respecter. Et s'il ne veut pas un traitement, on ne peut pas le lui imposer. Alors, je lis quelques questions et réactions parce qu'on a Sylvie Ouellet là, qui nous parle du Québec, qui nous dit oui, les soins palliatifs sont bien développés au Canada, mais toute l'information sur les EMI, les EMP, donc expérience de mort partagée et ce genre de choses, ne fait pas partie en fait de cette prise en charge. Hein. Et elle dit à ce niveau-là, on est loin derrière vous. Donc ça, c'est important à souligner effectivement. On a un médecin de Bordeaux qui souhaiterait rejoindre votre réseau. Donc là, juste une idée qui est émergente, c'est ça. Donc je ne sais pas comment il faut faire et on laissera peut-être un email ou en passant par Vertical Project, on fera le relais. Hein. Avec grand plaisir. Voilà. Ah oui. Et on a plusieurs fois la question de quels sont les critères de la mort. Donc ça, c'est peut-être François, vous pouvez nous rappeler et puis distinguer mort clinique et mort cérébrale parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi là-dessus. Hein. Donc il y a plusieurs tests qu'on fait effectivement pour déclarer une personne morte. Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent au cœur des débats et d'ailleurs c'est aussi pourquoi souvent le Coma Science Group va réagir un peu vivement parce qu'il ne faut pas confondre. La mort cérébrale, elle est irréversible, c'est-à-dire jamais personne n'est revenu d'une mort cérébrale et ça je pense que n'importe quel médecin, même y compris le plus non matérialiste des médecins, ne pourra pas le contredire. La mort cérébrale, elle est définie par des électroencéphalogrammes plats, alors comme on peut voir dans un arrêt cardiaque, on est d'accord, mais il y a une particularité, c'est qu'il faut que ce soit un enregistrement durant 30 minutes d'électroencéphalogramme plat et il y en faut 2 à 4 heures d'intervalle.
Donc, ce n'est pas juste sur 10 secondes comme on peut le voir sur un arrêt cardiaque, par exemple. Bon, c'est déjà compliqué d'enregistrer l'électroencéphalogramme sur un arrêt cardiaque. Mais voilà, donc c'est 2 électroencéphalogrammes plats à de 30 minutes à 4 heures d'intervalle ou une angiographie cérébrale, c'est-à-dire une technique qui permet de voir le flux sanguin qui circule au niveau du cerveau. Et donc, il faut qu'il y ait une angiographie cérébrale qui soit négative, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit que le cerveau n'est plus du tout de sang. Donc là, dans ce cas-là, on prononce la mort cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau peut continuer, pas le cerveau, pardon, le corps peut continuer de fonctionner, mais le cerveau, il est mort et c'est irréversible, on ne reviendra pas de cet état-là. Donc là, c'est quelque chose où vraiment, il n'y a pas d'expérience de mort imminente, il n'y a pas d'espoir de revenir à la vie. Et pour ce qui est de la mort clinique, alors je lisais aussi des questions sur les accidents. Alors bon, ça, un urgentiste en parlerait mieux que moi, ça c'est clair. Mais la mort clinique, c'est une absence de ventilation spontanée, c'est-à-dire la personne ne respire plus spontanément. Ça c'est important. Il n'y a évidemment plus de bruit cardiaque, le cœur ne bat plus, elle est en arrêt cardiaque. Il y a aussi ce qu'on appelle les réflexes du tronc cérébral, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement automatique quand même du cerveau qui va activer le corps, les battements cardiaques, etc. Et heureusement, on ne pense pas en permanence à faire battre son cœur. Tout ça, c'est automatique. Et donc, ça se traduit cliniquement des fois par les pupilles qui sont extrêmement dilatées et qui ne sont plus du tout réactives quand on met une lumière dedans. Donc ça, la mort clinique, elle peut être diagnostiquée comme ça. D'accord. Et donc la mort cérébrale, c'est l'état dans lequel on fait des prélèvements d'organes, bien sûr, puisque, comme vous le dites, c'est irréversible. Ça, c'est important de comprendre et il ne faut pas confondre. Il y avait des travaux récemment, enfin il y a quelques années, qui avaient montré qu'il y avait un feu d'artifice dans le cerveau, justement, au moment de la mort, et certains avaient voulu corréler ça avec l'expérience de mort imminente. Or, si je comprends bien, c'est un feu d'artifice, justement, qui est irréversible. Ça correspond à la mort des neurones. Donc, par définition, on ne peut pas corréler ça avec l'expérience de mort imminente, parce que ces gens-là ne peuvent pas revenir par là. Oui, c'était l'expérience avec les rats du Michigan qui avait donné ça. Alors oui, c'était marrant parce qu'ils avaient dit, ça y est, on a trouvé l'explication aux EMI, etc. C'est une décharge électrique. Bah oui, mais personne n'allait interroger les pauvres rats pour savoir déjà ce qu'ils avaient vécu. Donc déjà, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé derrière. Et il y a quand même un gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas quand se produit l'expérience de mort imminente. Si on prend l'arrêt cardiaque, oui, on sait qu'un arrêt cardiaque, l'électroencéphalogramme va être plat. Maintenant, est-ce que l'expérience de mort imminente se produit pile poil juste avant que le cerveau s'arrête et quand il peut y avoir cette décharge électrique, ou est-ce que ça se produit pendant qu'il est plat, ou est-ce que ça se produit pendant que le cerveau est en train de revenir un petit peu à une activité normale? On n'en sait rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on a des suppositions, évidemment, avec des gens qui peuvent voir leur réanimation, mais on n'a pas de preuves formelles et il faudrait pouvoir, et je ne sais même pas comment on pourrait construire un tel modèle, objectiver ça en enregistrant et en sachant ce que la personne vit en même temps. C'est extrêmement compliqué. Donc, les gens qui extrapolent ce genre de choses se trompent complètement. Oui. Je peux dire quelque chose là-dessus? Oui, vas-y. Ouais. Oui, puis c'est toujours le problème de comment interpréter les corrélations entre une activité cérébrale et une activité cognitive. Dans quel sens? Parce qu'on pourrait très bien dire c'est justement parce que la conscience est en activité complètement accrue lors des expériences de mort imminente que du coup, elle stimulerait les neurones qui sont encore restés vivants dans le cerveau. Ce n'est pas forcément les neurones qui, en s'activant, créent la conscience. Ça peut très bien être la conscience qui, s'activant, crée ce bruit de fond des neurones avant qu'ils ne meurent. Et puis ensuite, poursuit sans eux, puisqu'après, on sait très bien que dans le cas de certains patients qui ont été mis sous perfusion, enfin en hypothermie, avec vidé de leur sang, comme la fameuse dont j'ai oublié le nom. Merci pour le nom, Pamela Reynolds. On sait que là, quand même, les neurones, ils ne devaient pas beaucoup décharger. Ils avaient des potentiels évoqués auditifs, etc., pour stimuler le cerveau et voir s'il répondait. Il n'y a plus rien qui répondait. Donc, dans ce cas-là, l'objection selon laquelle ce serait des petits neurones qui peuvent, en quelques secondes, parce qu'attention, ça ne dure pas longtemps, la décharge. Le type, il s'appelle, j'ai retrouvé Borjigin, celui qui a fait l'étude avec les rats. Ça ne dure pas le temps que dure une expérience de mort imminente. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux. Comme tout ce qui est pris par les matérialistes réductionnistes, qu'ils font, ils prennent un élément de l'expérience de mort imminente, ils proposent d'expliquer par un modèle dit matérialiste, mais en fait, ils n'expliquent pas tout le reste de l'expérience et tous les autres détails. Et encore, même quand ils expliquent, c'est tiré par les cheveux, c'est-à-dire c'est vraiment, quand on regarde bien, artificiel, quoi, pas si profond que ça. Et d'ailleurs, on se demande comment… Oui, tu as raison, Olivier, mais c'est vrai que dans le cas de Pamela Reynolds, en l'occurrence, son expérience
hors du corps commence avant qu'elle soit mise en arrêt cardiaque, puisqu'elle assiste justement au médecin qui cherche son artère et son système, etc., pour la plonger en hypothermie. Donc c'est vrai que ce que dit François, je pense c'est juste, c'est complètement difficile de corréler le vécu et puis la période d'arrêt cardiaque, parce que en plus la sensation de temps est complètement altérée dans le vécu. Oui, mais tu sais que quand il y a des gens qui sortent de leur corps au cours d'une expérience de mort imminente, au moment où ils ont des obturateurs sur les yeux, où là, par contre, ils sont vraiment en arrêt cardiaque, etc., ce qu'ils voient, c'est pendant qu'ils sont en arrêt cardiaque, si tu veux, ce qu'ils rapportent après. Oui, il y a des cas où, effectivement, ça semble corrélé. Oui. D'ailleurs, je crois que François en cite un dans son livre à propos d'un patient qui est emmené en SMUR et qui fait l'expérience pendant qu'il est dans le véhicule, quoi. Donc, alors, puisqu'on est dans le cerveau, et on va peut-être s'arrêter après, parce que ça fait un petit moment qu'on parle, je voudrais quand même que Sylvie nous parle de cette information que moi je ne connaissais pas sur le rôle de l'insula dans le cerveau, qui est une zone, donc un lobe, un 5e lobe, ou alors une partie du lobe, la partie temporo-pariétale du cerveau, etc. En tout cas, il y a eu une observation faite en 2012 lors d'une opération du cerveau à Poitiers, je crois, sur une patiente à qui on a stimulé cette partie, plus ou moins volontairement, pour extraire une tumeur, et qui a vécu, du coup, ce qui correspondait à une expérience hors du corps, ou une EMI plutôt, puisqu'elle a vu des parents décédés, des proches décédés à elle. Et il se trouve que cette zone, donc on voit à l'image l'insula, qui est un peu c'est une zone du système paralimbique, donc cerveau émotionnel, elle est méconnue, et en fait sa fonction normale, elle est liée à plein de choses qui ont un rapport finalement avec ce qui est vécu dans l'EMI, la sensation de soi, la sensation du corps. Donc est-ce que Sylvie peut nous dire un petit peu ce qui a été observé dans ce cadre-là? Ça semble assez prometteur. Il y a plusieurs expériences involontaires faites par des neurochirurgiens qui sont obligés de stimuler le cerveau pour trouver leur chemin, parce que quand on ouvre un cerveau, tout se ressemble. On ne sait pas où il faut inciser, où il ne faut pas inciser. Donc ils sont obligés de stimuler un petit peu, mais ça fait pas mal du tout. Le cerveau est insensible, il ne faut pas l'oublier. Et en fait, il y a eu plusieurs expériences, y compris par les premiers neurochirurgiens qui, lorsqu'ils stimulaient la jonction temporopariétale, déclenchaient, d'ailleurs plutôt à droite, déclencher des sensations de sortie du corps. Et là, c'était plus à Poitiers, ça a été plus une expérience très proche de vision des mourants, qui a entraîné une transformation psychologique après l'expérience très proche de celle des EMI, puisque la patiente disait qu'elle n'avait plus peur de la mort, qu'elle n'était plus attachée aux biens matériels. Enfin, ça ressemblait beaucoup. Je pense que cette transformation post-expérience est peut-être le meilleur marqueur pour savoir si oui ou non ça ressemble à une expérience de mort imminente ou pas. C'est plutôt là-dessus. Et je tiens à préciser un détail, c'est que quand même Sébastien Offroy, qui a étudié les 4338 témoignages de NDERF, s'est rendu compte que seulement un tiers d'entre eux, un tiers des EMI avaient été vécus en état de mort clinique. Les autres, les personnes n'étaient pas du tout, leur cerveau fonctionnait normalement quand elles l'ont vécu. Donc c'est pas forcément lié au processus de mort. Donc ça, il faudra s'en souvenir. Et donc, au fond de cette jonction temporopariétale, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la petite partie violette, là, que vous voyez, qui est le 5e lobe, un lobe caché, en fait, entre le pariétal et le temporal. Or, si on regarde bien, cette zone-là, l'insula, d'abord, elle est très mystérieuse. Insula, ça veut dire île, donc c'est l'insula mystérieuse. Elle remplit plusieurs fonctions qui ont trait à la notion de conscience, c'est vrai. Elle gère aussi certaines sensations du corps, comme la sensation de sentir battre le cœur, la sensation de respirer. Et quand on voit ses voisins immédiats, on va dire, ils sont très intéressants. Il faut savoir que si une décharge électrique, lorsqu'une zone du cerveau s'active, elle s'active sur le mode électrique, et que cette décharge électrique peut se transmettre, en particulier lorsqu'on stimule avec une électrode, comme le font les neurochirurgiens, ou alors cette décharge électrique peut se transmettre aux structures voisines. Donc, si effectivement les EMI peuvent être liés, du moins lors de leur déclenchement, à une hyperstimulation de l'insula, on devrait avoir normalement une stimulation des structures voisines. Or, qu'est-ce qu'on trouve au voisinage de l'insula?
On trouve, comme vous le voyez, la petite bosse là au fond qui s'appelle le gyrus de Eschle et qui gère l'audition. Or, il y a beaucoup d'expérienceurs qui entendent des bruits étranges au début de leur EMI, comme des bourdonnements, des sifflements, des acouphènes, quoi. Qu'est-ce qu'on trouve également? On trouve l'amygdale et l'hippocampe qui sont juste à côté. Alors, l'hippocampe qu'a stimulé un jour Dr Penfield, qui est le pionnier de la neurochirurgie et qui se doutait que du coup c'est lui qui a découvert que c'était la zone. Il s'appelle l'hippocampe parce qu'il a la même forme en S que le petit animal hippocampe. Et c'est d'ailleurs la zone qui est touchée la première dans la maladie d'Alzheimer. C'est là que sont rangés, en quelque sorte enregistrés tous nos souvenirs épisodiques. Or, effectivement, au début de l'EMI, on a souvent affaire à un bilan de vie, une revue de vie où tous les souvenirs déballent comme ça. C'est le grand déballage. Tout est activé, comme si l'hippocampe était hyper activé et relarguait toutes les informations, tous les souvenirs qu'il avait enregistrés. On a aussi l'amygdale, qui est la sonnette d'alarme du cerveau, qui se déclenche quand on est en danger. Et beaucoup d'EMI ont lieu effectivement lorsque les personnes se voient en danger immédiat, voient une voiture leur foncer dessus, chute d'un toit ou autre, ou se voient en danger. Et ce déclenchement, justement, donc elle s'hyperactive et elle peut activer les structures voisines, dont l'insula, et enfin, le plus intéressant d'entre eux, le claustrum. Le claustrum, cette très mince couche de substance grise qui a été surnommée l'interrupteur de la conscience, justement, et dont le professeur Koch, qui travaille aux États-Unis, s'est rendu compte que cette zone-là, sur des reins en tout cas, est reliée à l'intégralité du cerveau. Et lorsqu'elle est hyperactivée par des neurochirurgiens, ça coupe la communication entre la conscience et le cerveau. Les gens s'éteignent brutalement, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Voilà. Donc toutes ces zones sont... Voilà. L'insula est très intéressante pour ça et mériterait, justement en corrélation avec les témoignages des expérienceurs, ça mériterait d'être étudié, vraiment à fond. Voilà. Mais comment dire, tous ces événements, je le répète, correspondent à ce qui est décrit au début des expériences de mort imminente. Par contre, ça n'explique pas la grande lumière blanche, ça n'explique pas les êtres de lumière qui viennent après. Donc, comme si, en fait, l'hyperactivité de l'insula pouvait expliquer les premières sensations ressenties par les expérienceurs au début des EMI. Alors, c'est intéressant parce que dans le livre, vous dites quand même que la personne à qui on a stimulé cette zone, elle a vu des parents à elle, des proches décédés à elle, qui étaient rassemblés. Et on lui a dit, après coup, est-ce que c'est pas un souvenir que vous évoquez? Elle a dit non, puisque ces gens-là, en fait, étaient fâchés entre eux, et donc c'est pas un souvenir d'une scène vécue. Donc ça, c'est assez intéressant comme donnée. Voilà, oui, c'est une donnée très intéressante à étudier. D'ailleurs, que je pense que le neurologue qui était présent, parce que c'était un neurochirurgien qui stimulait le cerveau, mais c'était un neurologue, un ami qui était auprès de la patiente et qui l'a interrogé après. Et je pense que oui, il serait disponible il a fait un article dessus, mais lui, il voyait ça sous un autre angle. Il n'a pas parlé, il n'a pas développé sous cet aspect-là. Il pourrait être disponible si on voulait l'interroger sur le sujet, bien sûr. Il a publié dans une revue de psychiatrie, hein, c'est ça? Oui, ou neurologie, je ne sais plus. Neurologie, d'accord. François, vous connaissiez ces observations, François, sur l'insula? Oui, bien sûr, j'en ai entendu parler. Après, alors j'aime bien passer d'une théorie à une autre, donc matérialiste et non matérialiste. Donc si là, donc c'est une théorie qui est extrêmement matérialiste. Si on fait référence au non matérialiste, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé tout simplement la zone de jonction entre cette conscience intra-extra-cérébrale? Est-ce que ce serait parce que les non matérialistes parlent souvent de conscience à l'extérieur du cerveau et le cerveau qui jouerait comme ce rôle d'émetteur-récepteur Voilà. avec le corps. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas identifié, est-ce qu'on n'aurait pas identifié cette zone qui était le starter de l'émission-réception? Pourquoi pas? En tout cas, c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours des choses intéressantes, quelles que soient les théories qui sont avancées, parce que
dans tous les cas, on explique aussi des choses qu'on ne connaissait pas à l'intérieur du cerveau. Donc, quoi qu'il arrive, on a toujours des choses à apprendre. Et surtout, et Sylvie l'a dit, c'est depuis le début d'ailleurs de cette conférence, on parle de EMI lors de situations de coma, d'arrêt cardiaque, etc. Mais il ne faut pas oublier, les EMI, elles ne sont pas que dans cet état-là. Elles peuvent survenir quand il y a une méditation, quand il y a, lors du yoga, Sylvie l'a dit, quand il y a une peur intense. Il y a aussi les expériences de mort imminente partagées dont on n'a pas parlé, hein, celles qui se produisent chez les personnes qui sont aux côtés d'un proche mourant. Donc, pourquoi ces personnes-là auraient le cerveau qui dysfonctionnerait au final? Pourquoi elles auraient des anomalies intracérébrales alors que leur santé n'est pas en danger? Donc, c'est pour ça que toutes les hypothèses sont intéressantes à retenir et il ne faut surtout pas oublier toutes les EMI, on va dire, en situation non pathologique où le corps va bien. Absolument, ouais. Mais c'est vrai que on n'est pas obligé d'opposer l'approche matérialiste et non matérialiste parce qu'il y a nécessairement quand même quelque chose qui se passe dans le cerveau, ne serait-ce qu'au début de l'expérience, effectivement, avant qu'il y ait un EEG plat, il y a bien quelque chose qui se passe dans le cerveau. Donc on peut avoir cette notion d'interrupteur, effectivement, ça c'est tout à fait pertinent comme définition, quoi, hein, quelque chose qui s'éteint et qui ensuite projette dans autre chose, effectivement, d'une conscience, un champ de conscience ou quoi que ce soit. Bon, ça alors c'est oui. La notion d'expérience de mort partagée, on peut peut-être dire ce que c'est parce qu'on ne l'a pas défini. C'est vrai que c'est des gens qui sont accompagnants, peut-être Sylvie a des exemples d'ailleurs, hein, des gens qui accompagnent des personnes en fin de vie et qui se sentent eux-mêmes sortir finalement de leur corps, parfois. Et Jean-Pierre Postel d'ailleurs avait vécu ça lui-même, hein, en tant que lui-même médecin réanimateur avec son propre père. Et puis leur environnement change en fait. Ils voient aussi éventuellement une lumière, un tunnel. Ils peuvent accompagner le mourant dans une partie de ce tunnel. Enfin, ça c'est très très troublant effectivement. Et Moody en avait donné quelques exemples aussi. J'imagine que Sylvie connaît bien aussi ce phénomène-là. Pas plus. En fait, c'est surtout par des amis ou c'est pas tant les familles de patients. Peut-être n'osent-ils pas m'en parler. Je dirais que les meilleurs témoignages sont ceux que m'a retransmis une aide-soignante particulière parce qu'elle avait des dents de guérisseuse, donc je pense que je lui ai autorisé d'ailleurs à exercer parce que de toute façon elle demandait pas d'argent, donc elle extorquait rien à personne et il n'y avait pas de raison. Si elle était capable de soulager les gens, pourquoi ne pas utiliser ses dons? Et en fait, je pense que les gens et les patients sentaient qu'à elle, ils pouvaient dire beaucoup de choses. Et c'est surtout elle elle savait qu'elle pouvait me les redire. Donc, c'est par son intermédiaire que j'ai eu beaucoup de témoignages en fait. Mais oui, ce qui est très intéressant, et là il y aura encore une autre étude à faire, c'est que, bon, Raymond Moody lui-même a vécu une expérience de mort partagée auprès de sa mère, en compagnie de ses frères et sœurs. Et il a collecté plusieurs témoignages d'expériences de mort partagée. Or, il y a un élément qui m'a interpellée, aussi pareil, une convergence que j'ai observée entre les travaux du professeur Karl Pribram, qui a étudié, parce que si on parle d'une conscience de nature quantique qui interférerait avec un cerveau macroscopique, d'abord, où se ferait la connexion? Cette connexion, bon, le professeur Marcari, dont on a parlé, a démontré que de toute façon, toute cellule vivante a besoin, tous les composants d'une cellule vivante sont assez petits pour appartenir au monde quantique et donc obéir aux lois quantiques. Sauf, bien sûr, les plus grosses comme l'ADN et les grosses protéines. Mais je crois que les travaux de Penrose et les travaux de Karl Pribram se sont surtout focalisés sur ce qu'on appelle les microtubules, qui sont, comme leur nom l'indique, des tubules microscopiques qui parcourent nos cellules, mais toutes nos cellules, et qui servent à la fois de squelette et de système sanguin. En fait, ils transportent les molécules, les produits nécessaires à la vie de la cellule. Et en particulier, dans le neurone, ils transportent les neurotransmetteurs qui arrivent aux synapses et se transmettent. Et Sir John Nichols s'était beaucoup intéressé justement à ces synapses et à leur lien avec au fait qu'ils pouvaient obéir effectivement aux lois quantiques. Et donc dans ces microtubules, Karl Pribram a émis l'hypothèse qu'il y aurait peut-être, par suractivation des molécules d'eau et des charges ensuite de cette énergie accumulée par les molécules d'eau, condensée par la forme du microtubule, en quelque sorte la formation de micro-rayons laser, puisque et qui formeraient
qui enregistrerait nos souvenirs sous forme d'hologramme dans notre cerveau. Et qu'au moment où nous réactivons nos souvenirs, de la même façon, on a cette espèce de réactivation d'hologramme. Nos souvenirs seraient engrangés sous forme d'hologramme, enregistrés sous forme d'hologramme. Or, dans les témoignages de Moody, plusieurs des témoins ont raconté que lorsqu'ils ont assisté à la revue de vie de leurs proches, c'était sous forme de flash, c'était sous forme d'images en 3D, et ça ressemblait beaucoup à des hologrammes. Et là, je pense qu'il y a aussi quelque chose à creuser. Ça ressemblait beaucoup à des hologrammes, oui. Et d'ailleurs, ceux qui vivent la revue de vie disent bien que c'est des images en 3D, des images tridimensionnelles qui repassent à toute vitesse. Donc, je crois que la piste des microtubules est également à étudier. Je lance des pistes. J'ai observé beaucoup de convergences à étudier beaucoup de sources divergentes. Et sur les points de convergence comme ça, je pense qu'il faudrait vraiment rechercher. Et ces microtubules, oui, je note d'ailleurs une chose, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, l'une des lésions des neurones, c'est la destruction des microtubules. Or, qu'est-ce qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer? La perte de la mémoire, bien sûr, mais une espèce de déconnexion de la conscience. C'est-à-dire que le patient perd contact avec le temps, l'espace, son propre corps. Il ne reconnaît plus rien. Et le phénomène de lucidité terminale que les cancérologues, comme Alain Toledano dans le dernier congrès sur les états de conscience aux frontières de la mort, témoignaient avoir observé, ces épisodes de lucidité terminale où les gens, même dans le coma, tout à coup retrouvent une lucidité normale, eh bien, on l'observe aussi dans la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs visiteurs de malades, des soignants, qui ont observé qu'en phase terminale de la maladie d'Alzheimer, alors que le patient n'est plus capable de reconnaître qui que ce soit, n'est même plus capable de parler parce que il ne connaît plus le sens des mots, donc il ne comprend rien de ce qu'on lui dit, il n'est plus capable de parler lui-même. Dans les jours qui précèdent son décès, il se remet, comme m'a dit une visiteuse, il se remet à vous parler comme nous discutons, vous et moi. Et il retrouve toute leur personnalité, comme si leur conscience était restée intacte quelque part. Et que là, au dernier moment, elle retrouvait, elle arrivait à s'exprimer de nouveau, comme s'il y avait une reconnexion quelque part, on ne sait pas. C'est une hypothèse. Je n'avance pas, mais ça aussi, c'est à étudier. Vraiment, le rôle des microtubules dans la connexion est à étudier pour le cas où, dans le cadre de l'hypothèse de la théorie quantique, bien sûr. Voilà, donc c'est le modèle Penrose-Hameroff, Stuart Hameroff, qui est lui-même anesthésiste, réanimateur. Et donc, ils ont beaucoup travaillé là-dessus, effectivement, ils ont fait plusieurs papiers. Alors, on va conclure, hein, parce que ça fait un moment qu'on vous tient. Donc, je voudrais qu'on conclue avec François, et peut-être Sylvie, si elle veut redire un dernier mot. Donc, François, le message que vous souhaitez faire passer en conclusion, il y a peut-être des choses dont vous auriez souhaité parler, qu'on n'a pas abordé finalement? Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est que les expérienceurs ne sont pas fous, voilà. Vivent réellement les choses. C'est un réel vécu qui les transforme. Il faut qu'ils en parlent. Il faut bien sûr qu'ils trouvent la bonne personne pour en parler. Donc ça, on va dire, c'est le message pour les expérienceurs. Et puis le message pour mes confrères, ça serait parlez-en avec vos patients, les jugez pas. Ouvrez la discussion et puis écoutez ce qu'ils ont à dire et on verra où ça nous mène. Est-ce que réellement on arrivera à bien accompagner les expérienceurs sur l'intégration de leur expérience? Est-ce qu'on arrivera à diminuer les répercussions négatives? Mais voilà, il faut qu'on travaille tous main dans la main et puis on va dire le mot de la fin aussi sur la recherche, c'est en n'excluant aucune hypothèse. On voit bien qu'il y a tout un tas d'hypothèses qui sont intéressantes et que ce soit matérialiste ou non matérialiste, il faut toujours ne rejeter aucune hypothèse. Et voilà, l'hypothèse de la physique quantique est aussi intéressante que les processus qui se passent dans les cerveaux. Et l'avenir nous dira si on arrive à comprendre ce phénomène. Merci. Merci beaucoup. Sylvie, vous voulez ajouter un mot? Un dernier mot sur ce que nous apprennent les expérienceurs, effectivement, que j'ai entendu cette phrase très souvent. Si c'est ça la mort, il n'y a vraiment pas de quoi en avoir peur. N'en ayons pas peur, mais sachant que ça se prépare.
C'est comme imaginer quelqu'un qui se présente dans la salle du bac sans avoir jamais préparé son bac. Ça paraît stupide, mais c'est exactement ce qu'on fait vis-à-vis de la mort. On s'y présente sans s'y préparer. Or, c'est quand même important. Et ce que nous apprennent les expérienceurs quand même. N'oublions pas pourquoi certains sont revenus. Ils sont revenus parce qu'ils avaient des conflits qui n'étaient pas réglés. Donc, rappelons-nous, pour se préparer à mourir, pour arriver à se détacher de ce monde en paix, parce que c'est ce que nous souhaitons tous pour nous-mêmes et pour nos proches, résolvons tous nos conflits avec nous-mêmes et nos conflits avec les autres. Et enfin, apprenons à nous dire au revoir. Cet au revoir est essentiel. Beaucoup d'équipes ont constaté que des personnes qui étaient même dans le coma résistaient à la mort jusqu'à temps qu'un proche, auquel ils étaient particulièrement attachés, rentrait dans la chambre pour dire au revoir. Pardon, merci, au revoir. Voilà les mots qu'il faut arriver à se dire et jusqu'au bout. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Oui, vivre, c'est apprendre à mourir, disait Montaigne et d'autres philosophes. Ça ne veut pas dire qu'il faut penser constamment à la mort, évidemment, mais on ne peut pas vivre non plus comme si on n'allait jamais mourir. Merci à vous deux. Je souhaite beaucoup de succès à vos deux livres, en espérant que vous soyez invités dans des colloques, des conférences, quand on pourra enfin sortir de chez nous, des émissions de télé, de radio, etc., pour que vous passiez votre message au plus large public possible. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Vertical. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Merci.